En manchette cette semaine, la piscine du parc Jack-Yami sera remplacée. Coronavirus, doit-on s'en inquiéter? Gatineau permettra de jouer dans certaines rues et comment dépister les fraudeurs durant la période de l'impôt. Bonne émission! Bienvenue à InfoMag. Après bien des discussions et des consultations publiques, le sort de la piscine du parc Jack-Yami dans le secteur Masson-Angers est décidé. L'option du bassin multifonctionnel est retenue par la Commission des sports, des loisirs et du développement communautaire, présidée par le conseiller Martin Lajeunesse. L'enveloppe nécessaire passera cependant du simple au double, avec une facture de 2,6 millions plutôt que les 1,3 millions estimés. Nous avons rencontré Martin Lajeunesse qui nous en dit plus sur l'investissement majeur pour le secteur Masson-Angers et pourquoi la facture sera plus élevée. C'est dur à expliquer, là, selon les chiffres que la Ville est allée chercher à travers différents projets là, dans d'autres villes là, et avec les services. Là. Maintenant, c'est sûr que moi, je penchais pour l'architecturel, mais il sort plus cher que la piscine multifonctionnelle. Le projet en est un d'envergure pour Gatineau. Selon Martin Lajeunesse, il servira d'inspiration pour les futures installations aquatiques de la ville. De plus, il est heureux pour les résidents de l'Est, car autant les secteurs de Masson-Angers que de Buckingham pourront profiter des nouvelles installations. On l'écoute. Alors pour moi, je trouve ça excitant. Que ça se fasse ici, dans le secteur maçon, ça va revitaliser aussi le secteur maçon. Ça vient chercher aussi les gens, même du secteur Buckingham, parce que là, on parle d'une piscine multifonctionnelle très gros, là, qui va être plus gros là, que le bassin qui est présent, qui va venir jusqu'au stationnement ici. Alors, c'est précurseur pour la ville, là. On va sûrement s'inspirer de ce modèle-là pour éventuellement les futures piscines là, sur le territoire. De son côté, le conseiller de Masson-Angers, Marc Carrière, était en faveur dès le départ de ce projet. Il est très heureux de l'amélioration de services auxquels aura droit la population de l'Est de la ville et aussi de servir d'inspiration pour les prochains investissements de structures aquatiques. On l'écoute. On s'adapte en fait au goût du jour, vraiment ce qui se fait ailleurs, au Québec, même ailleurs. Donc vraiment, on aura quelque chose d'intéressant, quelque chose de beau, d'attrayant. Déjà, il y a un investissement qui a été fait dans le parc, entre autres, pour le bloc sanitaire, justement pour la piscine, qui était censé être maintenu. Maintenant, on connaît le bris de service, mais on s'en va vers quelque chose de très, très, très intéressant. Nous avons demandé à M. Carrière si le fait que la facture est doublée comparativement aux premières estimations pouvait être un frein pour d'autres conseillers de voter en faveur du projet au prochain conseil municipal. Voici sa réponse. Non, au contraire, avec les commentaires qui ont été partagés autour de la table, là, ça semble même être unanime d'aller dans le sens qui était proposé. En fait, c'est les services, mais il y a également la commission de M. Lajeunesse, la commission des loisirs et des sports, qui en fait la recommandation. Donc, pour moi, là, c'est sûr que rendu là, non, le son de cloche que j'ai est bon. Si tout se passe dans les délais prévus, la piscine verra le jour d'ici 2021. Nous serons au prochain conseil municipal le 18 février prochain si la résolution est adoptée. Un sujet qui fait les manchettes tous les jours ces dernières semaines est sans aucun doute le coronavirus. Bien que le risque de transmission au Canada est très faible et que les autorités aient mis en place tous les moyens possibles pour éviter sa propagation au pays, bien des gens sont inquiets. Afin d'en apprendre plus sur ce virus, ses symptômes et ses modes de transmission, nous sommes allés rencontrer la docteure Mélanie Lacasse, présidente de la coopérative santé de la Basse-Lièvre. En fait, c'est un virus qui va être principalement au niveau respiratoire. Les gens vont se retrouver avec des symptômes de frissons, de fièvre, peuvent avoir aussi de la toux qui se présente. Un peu similaire à ce que les gens ont quand ils ont la grippe ou l'influenza. Donc, c'est un virus qui va ressembler un peu à ces symptômes-là. Pour attraper le coronavirus, par contre, il faut avoir été en contact avec le virus, donc avoir été en Chine, principalement à Wuhan, ou encore été en contact avec une personne qui a visité cette ville-là. Le fait que ce virus soit plutôt rare contribue à ce que l'inquiétude grandisse au sein de la population. Par contre, du fait que peu de cas soient répertoriés au Canada et aucun au Québec rend la situation moins alarmante.
À l'heure actuelle, l'influenza demeure un virus plus surveillé que le coronavirus et les précautions de base comme celles de la grippe sont donc d'usage. En médecine, on est beaucoup plus inquiète de l'influenza que du coronavirus. Ce qui inquiète beaucoup les gens par rapport au coronavirus, c'est que c'est un virus qu'on ne rencontre pas souvent en comparaison à l'influenza qu'on a à chaque année. Le coronavirus, c'est quelque chose qui peut, dans le fond, qu'on peut avoir de la difficulté au départ à établir quelle va être un petit peu sa trajectoire au cours de la maladie, dans le sens que est-ce que c'est un virus qui va se transmettre de l'animal à l'humain, de l'humain à l'humain. Là, maintenant, on sait que qu'on peut le contracter d'une personne à une autre, mais c'est toujours avec les sécrétions que la personne va avoir émis lorsqu'elle tousse, par exemple. Ce qui peut inquiéter aussi la population est le fait qu'il n'existe que des traitements de support et aucun vaccin. Plusieurs initiatives internationales sont présentement à l'œuvre afin de donner un vaccin le plus rapidement possible. Actuellement, c'est vraiment un traitement de support. Donc, si la personne a besoin d'avoir un peu d'oxygène, si la personne a besoin d'être hydratée par un soluté, c'est ce qu'on peut offrir actuellement parce que les antiviraux ne se sont pas avérés efficaces à l'heure actuelle. Il y a également aussi l'Australie qui travaille, ainsi que d'autres pays, à trouver un vaccin. Donc, les études épidémiologiques, puis également les recherches pour essayer de soit prévenir la maladie avec un vaccin se font à grande vitesse. Si vous ressentez des symptômes et que vous répondez aux critères précis de contraction du virus, veuillez en informer votre médecin. Dr Lacasse recommande alors également de porter un masque et de vous laver les mains fréquemment, surtout après vous être mouché, pour éviter toute transmission. Il fut une époque non si lointaine où les parties de hockey entre amis se déroulaient en pleine rue. Bien que le Code de la sécurité routière l'interdisait, une certaine tolérance était de mise. Récemment, avec plus de voitures dans les rues, le Code a dû être appliqué à la lettre. Depuis la mise en vigueur de la loi 122, les villes peuvent, par règlement, autoriser le jeu dans les rues sous certaines conditions précises. La commission Gatineau Ville en Santé, présidée par la conseillère de Limbourg, Renée Amiot, a concocté un projet pilote en ce sens. Nous l'avons rencontré afin de discuter des raisons de mettre un tel projet de l'avant. Bien, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parcs, mais les enfants n'ont pas un rayon d'action si grand que ça autour de chez eux. Là. Ça a beaucoup changé dans les 50 dernières années où avant, les enfants avaient un rayon de 2 km autour de chez eux, donc pouvaient facilement aller au parc. Aujourd'hui, quand les parents ne voient plus les enfants presque de la fenêtre du salon, c'est rendu trop loin. Donc, le rayon d'action est à peu près un peu moins de 500 mètres, en fait. Ce qui fait que, oui, il y a des parcs, mais les enfants n'y vont pas s'ils ne sont pas accompagnés de leurs parents. Alors, les parents ne peuvent pas toujours être à côté des enfants. Jouer dans la rue devant chez soi avec les voisins, c'est facile, c'est accessible, ça demande très peu d'équipement, ça ne coûte rien à la ville. La décision d'autoriser le jeu dans une rue ou dans une autre reviendra à la demande populaire. Mme Amiot croit que le fait que les citoyens soient impliqués dès le départ augmentera la conscientisation des gens du quartier et donc ceux-ci seront plus prudents. Il vous sera éventuellement possible de faire une demande lorsque le projet pilote sera démarré, même si plusieurs ont déjà abordé le sujet avec leurs conseillers respectifs. Inutile d'aller installer une pancarte ici, dans la rue où on joue, s'il n'y a même pas d'enfants sur la rue. Là. Donc, il faut que ça réponde à un besoin. On a aussi plus de chances que le code de conduite soit respecté, que l'acceptabilité sociale soit au rendez-vous si ça vient de demandes de gens sur une rue précise, plutôt que d'aller imposer des zones de jeu par des fonctionnaires qui auront évalué la situation dans leur bureau. Une somme de près de 70 000 $ est allouée pour le projet. Ces sommes serviront notamment à installer de la signalisation, mais aussi à d'autres fins. On écoute Renée Amiot nous en donner les détails. Donc, la moitié du budget, un peu moins, là, une trentaine de mille, va être consacrée à la signalisation. Le reste va être pour une campagne de communication, pour lancer les appels, parce que ça va originer de demandes citoyennes. Ce n'est pas la Ville qui va décider ici. Ça va être les citoyens qui vont devoir lever la main pour demander à ce que leur rue fasse partie du projet pilote. Et donc, campagne pour mousser le projet, mais aussi campagne pour sensibiliser les automobilistes au fait qu'ils pourraient dorénavant entrer dans une zone de jeu.
Le printemps est synonyme de beau temps pour beaucoup, mais aussi de la saison des déclarations d'impôts pour tous les travailleurs. Ce moment de l'année où nous révisons nos comptes est propice pour les fraudeurs qui tentent de nous soutirer des informations personnelles sensibles. Le service de police de Gatineau lance une campagne de sensibilisation aux fraudes et vous rappelle quelques trucs pour dépister les fraudes potentielles. Nous avons rencontré René-Anne Saint-Amand, agente relationniste au SPVG, à ce sujet. On profite de l'occasion, en fait, là, comme vous mentionnez, lors de la déclaration d'impôt, il y a beaucoup plus d'opportunités qui sont utilisées par les fraudeurs parce que les gens, bon, sont sensibles un peu plus. Là, on fait les comptes et tout ça, puis on est un peu plus sensible. Alors, les fraudeurs utilisent cette opportunité-là. On parle de 3 stratagèmes de fraude, entre autres, qui sont utilisés par les fraudeurs à ce temps-ci de l'année. Donc, le premier, on parle du faux agent de l'Agence du revenu du Canada qui va faire un appel téléphonique là, et puis qui va dire « Vous devez une telle somme d'argent au gouvernement » sous peine d'emprisonnement ou d'arrestation. Donc, ça fait peur aux gens. Et là, les gens se sentent stressés. Puis, des fois, ils vont faire des transferts d'argent assez rapidement. Souvent, ces fraudeurs-là vont demander un transfert d'argent par bitcoins ou par carte cadeau même, des fois. Alors, sachez que l'Agence du revenu du Canada ne téléphonera jamais chez vous en vous menaçant que vous êtes sur le point de vous faire arrêter ou vous faire emprisonner. Il vous demandera encore moins de faire un remboursement par monnaie bitcoins ou par carte cadeau. Un autre stratagème utilisé par les fraudeurs et qui touche directement le service de police est celui du faux agent de la paix. Ceux-ci peuvent s'y prendre de différents angles pour tenter de vous soutirer de l'information. On écoute l'agent de Saint-Amand. Le deuxième stratagème qu'on observe, c'est celui du faux agent de la paix. Donc, le fraudeur va utiliser le numéro, normalement, du service de police. Donc, ça peut être celui du SPVG, le 819-246-0222, qui apparaît sur le téléphone. La personne va répondre au téléphone et puis là, c'est une personne qui se fait passer pour un agent de la paix. À ce point-là, ils demandent souvent de protéger leur compte du gouvernement ou ils ont une dette de ne pas payer ou quoi que ce soit. Et encore là, virement bitcoins. Un service de police ne vous demandera jamais de faire un virement d'argent via bitcoins ou virement bancaire, jamais, jamais. Les compagnies de surveillance de crédit comme Equifax ou TransUnion sont souvent la cible de fraudeurs qui tentent d'utiliser leur nom afin de vous faire transmettre des informations ou même de l'argent. Que ce soit par appel téléphonique ou par courriel, voici comment ils fonctionnent. Troisième stratagème de fraude qu'on observe, eh bien, c'est la demande de mise à jour d'informations personnelles. Donc, ça peut se faire via courriel, message texte. Donc, on prend par exemple une institution qui vérifie le crédit, donc TransUnion ou quoi que ce soit comme ça, qui va communiquer avec la personne via courriel, va demander de cliquer sur un lien et faire une mise à jour de leurs informations personnelles. Donc, c'est important de ne pas cliquer sur les liens qu'on voit dans ces courriels frauduleux-là. Finalement, si vous êtes victime d'une fraude, contactez votre service de police local afin de déposer une plainte officielle. Si vous soupçonnez que des fraudeurs tentent de vous hameçonner, contactez le Centre antifraude du Canada. C'est ce qui termine les nouvelles. Passons maintenant en entrevue avec le président des Olympiques de Gatineau, M. Norm Macmillan. Il se passe littéralement 2 présentations d'un nouveau président et porte-parole des Olympiques de Gatineau, M. Norm Macmillan. Bonjour. Salut. Ça va bien, les Olympiques? Oui, ça va bien. On pourrait expliquer ça? On a plusieurs victoires sur les 12-13 dernières parties. On a 9 ou 10 victoires. Les jeunes sont pris en main, si tu veux. Les jeunes ont compris le message qu'on a voulu leur passer, que c'était eux qui faisaient le spectacle, c'était eux qui pouvaient nous aider à revirer le bateau de bord et ça va bien. Dieu sait que le bateau s'en allait littéralement il était à la dérive pas mal, oui, malheureusement. Puis c'est des choses qui ça arrive dans la vie, là, mais dans le sport, ça arrive. Il y avait de la difficulté. Ça faisait 12 parties en ligne qui étaient défaits. La population, les partisans sont révoltés, ont voulu des changements. Alors les actionnaires ont décidé de faire les changements que les gens voulaient avoir. Et c'est là que j'ai eu une offre d'être président et porte-parole des actionnaires. Et de s'occuper le côté hockey puis le côté un peu administration pour attirer la foule qu'on n'avait pas. Je me rappelle, au mois de décembre, j'avais été une partie, puis j'étais assis dans un secteur où mes billets de saison, et on était 2 personnes. Il y avait 3 personnes dans l'aréna. J'avais jamais vu ça dans l'historique des Olympiques. C'était, ça m'a fait comme de la peine ce soir-là. Je suis sorti de là, puis j'avais comme un petit deuil. J'avais de la peine pour les gens des Olympiques, les partisans de notre région.
Et finalement, il y a eu tout ce virage-là, puis on m'a approché, puis j'ai accepté. Et le mot retraite ne fait pas partie de votre vocabulaire, hein? On en disait ça J'ai pris ma retraite en politique en 2012. J'ai travaillé 2 ans et demi pour M. Couillard comme un conseiller spécial. Et là, de retour, j'ai fait tout ce temps-là, je faisais de la consultation avec 3 ou 4 compagnies qui m'engageaient comme consultant. J'ai toujours travaillé. C'est pas une question. Là, je sens pas que c'est un travail pour moi. Là. Je m'amuse beaucoup à faire ça, à faire du hockey. C'est comme un rêve qui est venu. Là. Puis deuxième carrière. Oui, on se souviendra que vous aviez été même vous-même joueur de hockey. Ouais. On a d'ailleurs une photo qui traîne sur, si vous voulez aller voir, hockeydb.com. Il y a une photo de Norm Macmillan du temps des années 68-69 dans ces coins-là. Avec les Royals de Cornwall. Ouais. On voit que le hockey vous a toujours passionné. Vous avez même été parmi les Olympiques aussi. Ah oui, puis les Olympiques, je veux dire, c'est drôle, mais en 73, quand les festivals ont commencé, j'avais été interviewé pour devenir un premier des instructeurs. Je n'avais pas réussi l'entrevue. Mais quand même, j'ai toujours été impliqué. J'ai été gouverneur 3 ans après que j'ai pris ma retraite de la politique. Et c'était pas un rêve, mais c'était ni un besoin, mais le hockey, c'est tellement le fun. Puis j'aime tellement ça. Puis je suis passionné du hockey, j'ai toujours été. Alors, je suis parmi les Olympiques, ça va bien. On s'en va dans un nouveau amphithéâtre dans 1 an ou 2. Très beau d'ailleurs. Ça va être formidable. J'ai été le visiter à peu près un mois passé. On travaille là-dessus. On travaille pour voir quand on peut y aller puis pas y aller. Ça va se décider bientôt. Mais c'est sûr que ça va faire toute la différence au monde. Il y avait une rumeur aussi avec Luc Robitaille qui voulait acheter les Olympiques et acheter tout le. Il faut se comprendre. C'est pas acheter les Olympiques, c'est d'acheter des actions au moment où on se parle. D'accord. Il ne voulait pas acheter le tout. Donc, il était censé visiter. Est-ce qu'il est venu? Non, c'est vrai. Il était supposé venir au mois de janvier, puis il y a eu. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui est arrivé dans son organisation. Là. Je veux dire, il était sur la route à visiter des joueurs pour je ne sais pas si c'était pour des échanges ou quoi que ce soit. Là. Il est président de Los Angeles, des Kings. Et non, il n'est pas venu à date, mais il discute, il parle régulièrement aux actionnaires qui sont là comme c'est là. Alors, il y a un intérêt, c'est sûr. Mais c'est pas là, ça va venir, je m'imagine, on verra. Là. Oui, et puis on parlait... Il n'est pas le seul. Je dois vous dire qu'il y a une liste de gens surprenants qui sont intéressés à acheter des actions pour les Olympiques. Et ça depuis les changements? Je dirais, comment je pourrais vous dire ça? Je dirais que oui, même oui. Il y a plus d'intérêt depuis les changements qu'il y en avait avant. Effectivement, on voit que les gens sont de retour dans les gradins. Oui, parce que notre première partie, 2200, on était tous surpris. Partant de 300, on monte à 2200. La fin de semaine, ensuite, on a eu 1600 et 1700. Il y a eu la fin de semaine, il y avait des tempêtes, 2 jours, on avait ça. Et en fin de semaine, on a 2 parties. Vendredi soir, ce soir, je pense que c'est vendredi. Il y a une partie contre, Drummondville et samedi contre Rouen. Et déjà, on me dit que les billets, là, on devrait frapper le 2000 et plus. Alors, tant mieux. Bien, c'est tant mieux. On se demandait si les gens allaient suivre. Et puis, l'intérêt tous ces est là. changements. L'intérêt est là. On voit que les Gatinois aiment leur équipe. Absolument. Mais ils aiment une équipe qui est compétitive. Il faut leur donner un spectacle. C'est dire un spectacle, mais c'est un spectacle hockey. Là. Alors, les jeunes ont décidé de donner plus qu'avant, puis là, les résultats sont là. Bien, merci beaucoup, M. Norm Macmillan. On vous souhaite un grand succès avec les Olympiques de Gatineau. On vous invite de venir nous voir. Et puis, nous, on continue avec la chronique cinéma et Daniel Lafortune. Et on retrouve notre chroniqueur cinéma, Daniel Lafortune. Bonjour, Daniel. Bonjour, Sylvain. On va commencer avec un film britannique, 1917. 1917, oui, c'est la Première Guerre mondiale. On est une journée, le 6 jusqu'au 7 avril. Une réalisation de Sam Mendes qui a déjà été oscarisé avec American Beauty, un très grand cinéaste de 54 ans qui nous présente en fait un moment dans la Première Guerre mondiale où 2 militaires qui sont en train de se reposer dans un champ, qui sont appelés par un supérieur hiérarchique à aller faire une mission. Cette mission consiste à passer à travers, évidemment, toute cette tranchée et rejoindre la tranchée allemande et aller, en fait, avertir un autre régiment britannique d'éviter de
partir à l'avant parce que c'est un piège des Allemands. Donc, au niveau cinématographique, ce qu'a fait Mendes, c'est qu'il a réussi à créer une caméra parce que passer dans une tranchée, les tranchées avec pluie, avec merde, avec tout ce que vous voulez, nourriture, eh bien, on suit ces deux soldats-là et la caméra que l'on a inventée, elle est au-dessus d'eux et elle les suit jusqu'à rentrer dans les tranchées allemandes pour réussir à passer à travers la plaine et rejoindre à la fin ce régiment-là. C'est mener de main de maître ce scénario et surtout cette équipée extrêmement dangereuse pour ces deux soldats-là qui vont être, entre autres, blessés à une certaine reprise et qui ont à traverser aussi... il y a un immensément de rats un peu partout dans les tranchées. Et ils vont vivre, en fait, un calvaire, si on peut appeler ça ici, jusqu'à un seul qui va retrouver ce régiment-là. Et ça va se clôturer par cette divulgation à ce groupe-là. Mais la bataille est déjà amorcée. C'est un très beau film qui nous montre un peu ce qu'a été cette guerre-là. Mendes a réussi à créer un environnement sonore, un environnement physique de cette journée-là, parce que c'est du 6 au 7 avril 1917. Une petite, je dirais, une petite chose négative, c'est qu'au mois d'avril, dans les tranchées, au-dessus, les arbres, lorsqu'on passe dans les champs, bien, les feuilles sont rondes, sont pleines. Mois d'avril en Champagne. Petit anachronisme. Oui, un petit anachronisme. Mais c'est quand même un très beau film. J'ai accordé la note de 8 sur 10. Et ce film-là, je crois qu'il va mériter le prix de la réalisation au prochain Oscar. Oh, on se lance déjà. Et on continue avec une pièce de théâtre tirée d'un grand roman, d'un classique même. Un classique de John Steinbeck. Steinbeck a écrit ce roman-là en 1937. Donc, on est dans la période très difficile. Hein, c'est après le crash de 29. Beaucoup de gens vivent aux États-Unis dans une pauvreté illustre. Tout le Midwest américain est aussi en pleine sécheresse. Donc, beaucoup de gens du milieu agricole vont s'en aller vers l'ouest, la Californie, d'où est originaire John Steinbeck, qui, incidemment, a gagné le prix Nobel de littérature et aussi le prix Pulitzer. Donc, deux personnages très importants, Lenny et George. Ce sont deux personnes qui se promènent de ferme en ferme pour essayer de se trouver du boulot. Leur rêve, c'est à deux, de se bâtir une petite ferme, de réussir à s'acheter quelque chose et d'élever des lapins. Alors, c'est une mise en scène, une première pour Vincent Guillaume Otis, et dans le rôle titre de Lenny, qui est un peu déficient, c'est Guillaume Cyr, et celui de Georges, et cette phrase-là est très importante. « Laissez les lapins, Georges, laissez les lapins. » Ceux qui ont vu cette pièce-là. Alors, ce Georges-là, c'est nul autre que Benoît McGuinness qui, magiquement, dit-on à Montréal, parce que ça a été présenté, une extrêmement bonne production. Donc, c'est en l'affiche à partir de la compagnie de Jean Duceppe, et ça fait le tour du Québec, et ça s'arrête ce soir, et demain soir, il reste quelques billets à la Maison de la Culture de Gatineau. Merci beaucoup, Daniel. Et nous, on passe à une nouvelle chronique loisirs, avec Mohamed Camara. On passe maintenant à la chronique loisirs avec Mohamed Camara de Loisirs Sport Outaouais. Bonjour Mohamed. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien. On parle aujourd'hui d'une activité familiale, je dirais. On parle de château de neige. On parle de château de neige. On parle particulièrement de la campagne Le Défi Château de neige, qui est une campagne de promotion de l'activité physique qui se passe partout au Québec, dans toutes les régions, parce que c'est un mandat qui vient du ministère et qui est coordonné par Loisirs Sport Capitale Nationale depuis 2014. Et
Dans le fond, les objectifs, c'est de promouvoir l'activité physique et les saines habitudes de vie et d'encourager les familles à avoir du plaisir en bougeant. À jouer dehors aussi. À jouer dehors, à jouer dehors. Et par exemple, l'année passée, on a eu plus de 800 châteaux qui ont été construits à travers le Québec. Et présentement, en Outaouais, on est à 7 châteaux. Donc, les défis, la campagne est lancée depuis le 6 janvier et nous avons jusqu'au 9 février pour encourager les familles, les municipalités à inscrire leur château, leur carnaval aussi, puisqu'il y a 2 manières de s'inscrire, soit en tant qu'événement ou soit en tant que famille ou OBNL qui inscrivent leur château en ligne. Et c'est une activité qui est quand même assez exigeante aussi. Vous l'avez fait aussi, vous êtes prêté au jeu, Loisirs Sport Outaouais. Oui, pour lancer la campagne le 6 janvier dernier, on a publié une vidéo en ligne sur notre page Facebook. Et c'est un château qui nous avait pris un peu de temps à construire, mais c'était bien de juste lancer le tout et se prêter au défi des 26 autres châteaux qui avaient été construits en Outaouais l'année dernière. Cette année, on est à 7, mais on essaye de dépasser le chiffre de l'année dernière. Oui, et est-ce qu'on doit avoir une certaine dimension de château ou c'est vraiment laissé libre? C'est vraiment laissé au libre. Par exemple, en ce moment, il y a des châteaux en ligne qui se sont déjà inscrits, par exemple, qui s'appelle le Château des Lutins de l'Île des Enfants. Donc, c'est un petit château cute avec des dessins dessus. Le château d'El Castillo, fait par une famille et des amis, un peu plus gros, les amis de Guylaine. Donc, il y a vraiment pas de taille en tant que tel, c'est vraiment d'être créatif et tout le monde a la chance de gagner des prix. On a plusieurs prix à gagner d'ailleurs qu'à partir du 9 mars, on va faire tirer grâce à nos super commanditaires, le Parc des Montagnes qui nous commandite maintenant, ça fait 2 ans, le ski Mont Cascade aussi depuis 2 ans, le magasin Décathlon, patinage en forêt, le domaine de l'Ange Gardien à la Maison de la Culture. Donc, on a plusieurs prix que les familles, les amis qui se prêtent au jeu ont la chance de remporter, en fait. Et comment on fait pour s'inscrire? Pour s'inscrire, c'est très simple. On se rend sur le site défichâteauneige.ca et nous avons 2 manières de s'inscrire. Soit en allant, en participant pour déposer un château, donc avec une photo du château, ou soit en tant que municipalité ou OBNL qui a un événement qu'on veut inscrire pour faire la promotion et encourager les participants à faire des châteaux. Donc, on peut faire l'un ou l'autre et ça, il n'y a aucun problème. Et on espère vraiment compter beaucoup de châteaux parmi nous. Donc, c'est du 6 janvier au 9 mars. C'est du 6 janvier au 9 mars. Eh bien, merci Mohamed d'avoir été là. On vous souhaite beaucoup de châteaux. Alors, les gens, commencez à faire vos châteaux. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre InfoMag.